Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Messignac, je suis climatologue du Centre national d'études spatiales au Centre spatial de Toulouse et je travaille dans un laboratoire, pour faire mes recherches, qui s'appelle le LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et scénographie spatiale. Bon, mon parcours est un petit peu particulier, j'ai fait beaucoup d'études en maths et en physique. Et j'ai commencé mon travail sur des satellites, sur les trajectoires des satellites exactement. J'ai étudié les trajectoires des satellites interplanétaires pour envoyer un satellite d'une planète à une autre. Et puis il se trouve que après 10 ans de travail, je trouvais très intéressant les questions du changement climatique et j'ai décidé de passer une thèse dans un laboratoire et j'ai eu un poste de chercheur en climatologie et depuis maintenant une douzaine d'années, je suis climatologue et j'étudie en particulier comment répond l'océan au changement climatique actuel. Et je vais vous répondre aujourd'hui sur un aspect particulier du changement climatique qui sont les variations du niveau de la mer. Le niveau de la mer monte en réponse au changement climatique et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Alors, je voudrais commencer avec cette photo. C'est une photo particulière qui montre une augmentation très forte du niveau de la mer au cours d'un événement extrême que vous connaissez sans doute, qui est arrivé il y a 2 semaines, qui est la tempête Amélie, qui a qui a frappé la côte ouest française il y a 2 semaines et qui a amené des inondations dans plusieurs villes en France. Parce qu'au cours de cette tempête, comme au cours de toutes les tempêtes, vous voyez, le temps est très mauvais. On a une dépression sur l'Atlantique qui fait augmenter le niveau de la mer, qui crée des vents très violents, qui vient pousser l'eau sur la côte. Ça s'ajoute à des vagues très fortes qui sont générées par le vent en particulier. Et puis, si la marée est élevée, comme c'était le cas au cours de la tempête Amélie, on se retrouve avec des débordements, comme vous voyez ici, très forts, et la mer qui passe par-dessus et qui vient inonder les terres. Donc c'est un cas particulier que vous connaissez bien hein, lorsque vous allez, si vous allez au niveau, si vous allez en mer, enfin, en tout cas sur la côte atlantique l'hiver, il arrive régulièrement des tempêtes et régulièrement il y a des inondations qui sont liées à ces tempêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. C'est une situation que je vais vous montrer. Cette situation-là. Donc là, c'est un exemple qui est que j'ai pris sur une ville qui se trouve sur la côte est américaine, de l'autre côté de l'Atlantique, dans le golfe du Maine, juste au-dessus de New York, le 14 octobre 2014. Et vous voyez que là, la situation est très différente. La première chose qui frappe dans ces images, c'est bien sûr qu'on a une inondation là aussi. Vous voyez que le niveau de la mer est particulièrement élevé. On voit qu'il y a des régions, des habitations sont inondées. On voit même des infrastructures, des endroits où les gens viennent normalement profiter d'un port. On voit que ces régions sont totalement inondées, même des endroits vous voyez, où les gens viennent se reposer. Donc là, on a quand même des infrastructures qui ne sont pas très vieilles. Il y a un banc probablement qui a été mis ici depuis une dizaine d'années. Mais vous voyez aussi des infrastructures beaucoup plus anciennes qui elles-mêmes se retrouvent aussi inondées. La deuxième chose qui frappe dans ces images, c'est qu'il fait beau. Il fait très beau, il n'y a pas de tempête, donc pas de dépression, donc pas particulièrement de raison d'avoir un niveau de la mer élevé. Il n'y a pas non plus de vents violents qui viennent pousser l'eau sur la côte et qui viennent augmenter le niveau de la mer, donc pas de raison encore d'avoir un niveau de la mer élevé. Vous voyez qu'il fait tellement beau et il n'y a même pas de vague. Le vent est tellement à zéro que vous n'avez aucune vague. Donc encore une fois, pas de raison d'avoir le niveau de la mer élevé. Et pourtant, on trouve un niveau de la mer tellement élevé qu'il inonde des régions et des régions qui sont particulièrement anciennes. Vous voyez, ce bâtiment est probablement un bâtiment qui a été construit par les Anglais au 19e. Donc, on voit que certaines régions sont inondées, alors que ces régions, il y a probablement une centaine d'années, étaient encore sur la terre ferme. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi ces régions qui, il y a encore une centaine d'années, étaient sur la terre ferme, pourquoi se retrouvent-elles aujourd'hui sous le niveau de la mer, avec des inondations qui viennent empêcher les gens de vivre leur quotidien normalement. Alors la première chose qu'on se pose quand on est scientifique, c'est d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le niveau de la mer a bien augmenté? Et comment est-ce que je peux vérifier que le niveau de la mer a augmenté sur les 100 dernières années? Alors pour ça, on se tourne vers des mesures. Quand on est scientifique, on fait souvent des mesures, on observe pour pouvoir confirmer ou infirmer
les idées qu'on se fait a priori, les idées qu'on se fait au début en se disant mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on vient faire des mesures. Alors comment on mesure le niveau de la mer? Historiquement, on mesure le niveau de la mer avec ce qu'on appelle un marégraphe. C'est une maison, une petite maison qu'on construit au bord de l'eau. Donc là, c'est le marégraphe de Marseille, hein, le deuxième plus vieux marégraphe de France. Et dans cette petite maison, on crée un puits là, qui est connecté à la mer. Vous voyez, vous avez la mer ici, puis vous avez un puits dans lequel on met un flotteur. Ça, c'est la technique ancestrale. Bon, maintenant, on fait un peu autrement, mais ça vous donne une bonne idée. Dans lequel on met un flotteur qui est relié par des pignons à un crayon qui vient écrire le niveau sur une bande de papier qu'on appelle un marégramme. Et donc, on a des mesures comme ça de niveau de la mer depuis plus de 150 ans environ, en particulier en France, en Hollande, en Angleterre, où on a des mesures très vieilles, aux États-Unis aussi. Aujourd'hui, depuis 25 ans à peu près, le CNES, mon employeur, mais aussi la NASA, se sont mis d'accord pour faire un satellite, une série de satellites qu'on appelle les satellites altimètres, qui, eux, embarquent à bord un radar, le même radar que celui qui contrôle la vitesse quand vous partez en vacances en voiture. Et avec ce radar, on mesure la distance qui sépare les satellites avec le niveau de la mer. Et en mesurant cette distance, on se fait une idée du niveau de la mer. Donc l'avantage des satellites, c'est qu'ils nous donnent des mesures du niveau de la mer, pas seulement à la côte, là où sont installés les marégraphes, mais partout sur l'océan. Tous les 10 jours, les satellites couvrent l'ensemble de l'océan et on a des mesures partout qui nous donnent les évolutions du niveau de la mer. Et ça nous donne les variations du niveau de la mer depuis à peu près 26 ans, 27 ans. Alors, comment on fait pour avoir des mesures du niveau de la mer plus anciennes que les satellites et plus anciennes que les marégraphes? Alors, avant les marégraphes, on n'avait pas d'observation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas créé d'instruments pour venir mesurer le niveau de la mer. Par contre, on peut regarder comment la faune et la flore, les animaux et les plantes, réagissent aux variations du niveau de la mer. Et quand on regarde les restes de ces animaux, comme ferait un archéologue, on peut avoir une idée de comment le niveau de la mer a évolué. Alors, quelque chose que l'on utilise pour remonter dans le temps, ce sont les coraux. Comme vous savez sans doute, les coraux sont des plantes, enfin, ce sont plutôt des animaux qui vivent à une distance de l'ordre de 10 cm du niveau de la mer. Donc, lorsque les coraux croissent, ils font une coquille qui est une coquille sous forme de roche. Et cette coquille, ils le font jusqu'à ce qu'ils atteignent 10 cm du niveau de la mer. Si le niveau de la mer augmente, alors, comme les coraux continuent à croître, ils peuvent augmenter leur coquille sur les côtés pour rester à 10 cm du niveau de la mer. Pardon, quand le niveau de la mer ne bouge pas, ils augmentent leur coquille sur les côtés pour rester à 10 cm du niveau de la mer. Si jamais le niveau de la mer augmente, alors les coraux peuvent se remettre à faire des coquilles au-dessus pour rester à 10 cm du niveau de la mer. Et si le niveau de la mer diminue, alors les coraux construisent leurs coquilles sur le côté, dans des niveaux plus bas, pour rester à 10 cm du niveau de la mer. Lorsqu'on prélève des coraux, qu'on les coupe, on peut regarder la forme qu'ils ont, et en regardant la forme qu'ils ont, on en déduit comment a évolué le niveau de la mer au cours du temps. Donc lorsqu'on prend toutes ces mesures, les mesures des coraux, que vous voyez ici en violet, les mesures des marégraphes, que vous voyez ici en vert ou en rouge, et puis les mesures des satellites, que vous voyez ici au cours des 25 dernières années en bleu et en rouge, on obtient les évolutions du niveau de la mer sur les derniers siècles, depuis 1700 à peu près. On peut même remonter plus loin, on remonte sur les derniers millénaires, sur les 6000 dernières années. Sur les 6000 dernières années, on observe que le niveau de la mer a été stable jusqu'environ 1850. Et à partir de 1850, le niveau de la mer a commencé à augmenter rapidement. Il a augmenté rapidement et il a eu une hausse depuis 1850 d'environ 25 cm. Et c'est cette hausse de 25 cm depuis 1850 qui explique que des bâtiments comme celui-ci, qui ont été probablement construits vers 1880-1890, sont aujourd'hui inondés lorsqu'on a des marées hautes sur le golfe du Maine aux États-Unis. Alors maintenant, pourquoi? Donc maintenant, on confirme bien cette hausse du niveau de la mer. Et on voit, on est même capable de la quantifier. On sait qu'elle est de l'ordre de 25 cm et qu'elle est arrivée sur les 150 dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le niveau de la mer a augmenté de 25 cm sur les 50 dernières années, alors qu'au cours des 6000 dernières années, il n'avait pas changé de niveau? Alors, il y a deux raisons aujourd'hui. Lorsqu'on utilise des mesures satellites et puis des mesures historiques aussi, grâce encore une fois à la faune et la flore, on observe l'océan et on observe les continents sur le temps passé et on observe deux choses qui se sont passées au cours des 150 dernières années.
La première chose, c'est qu'on a remarqué dans les océans, grâce en particulier à des restes encore des coraux, mais aussi d'autres espèces, qu'en même temps qu'est monté le niveau de la mer, l'océan s'est réchauffé. De la chaleur est rentrée dans l'océan et a fait augmenter la température de l'océan. Or, l'océan, comme toutes les autres lots de la mer, comme toutes les autres matières sur la planète, lorsqu'elle se réchauffe, elle se dilate. Ce qu'on appelle dilater, c'est-à-dire qu'elle augmente de volume, elle prend plus de place. Et comme dans l'océan, l'océan se trouve dans un bassin qui est solide, vous avez les continents sur les côtés, lorsque l'océan se dilate et prend plus de place, le niveau de la mer augmente, parce qu'il ne peut pas prendre plus de place sur les côtés, il prend plus de place sur le dessus, et le niveau de la mer augmente. La deuxième chose qu'on a remarqué sur les 150 dernières années, lorsqu'on regarde en particulier les continents, c'est que les glaces qui se trouvent sur les continents, les glaciers qui sont dans les montagnes en particulier, dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais aussi les glaciers qui se trouvent sur les calottes polaires, qui se trouvent au Groenland et en Antarctique, se sont mis à fondre. Elles fondent depuis une 150aine d'années. Les glaciers, on le voit très bien dans les vallées glaciaires. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans les vallées glaciaires ont vu que les glaciers ont reculé. Et on voit sur les calottes polaires que l'épaisseur des calottes polaires diminue et la glace fond. Lorsque ces glaces des différents continents fondent, elles rajoutent de l'eau à l'océan. Et lorsqu'elle rajoute de l'eau à l'océan, elle fait aussi augmenter le niveau de la mer. Donc il y a deux raisons aujourd'hui qui font augmenter le niveau de la mer. C'est le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces continentales. Depuis une vingtaine d'années, on mesure ça précisément par satellite. Et lorsqu'on somme le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces continentales, on obtient précisément la hausse du niveau de la mer que l'on observe par satellite. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'océan se réchauffe et pourquoi est-ce que les glaciers de montagne fondent? Alors comme vous savez, depuis l'ère industrielle, depuis 200 ans environ, et 150, mais un petit peu plus tôt, on avait déjà commencé, les hommes, et en particulier les sociétés occidentales, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, le Canada, les sociétés de l'Ouest, se sont mises à émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce sont plutôt les Chinois et les Indiens, mais les États-Unis et l'Europe continuent à émettre, mais il y a beaucoup d'émissions aussi en Inde et en Chine. Et ces gaz à effet de serre changent le bilan de l'énergie et le bilan de chaleur de la planète. Comme vous savez, la planète reçoit sa chaleur du Soleil, et le Soleil vient réchauffer la surface de la planète. Une fois que la planète est chaude, elle réémet cette chaleur vers l'espace, à la surface, sous forme de ondes de lumière qu'on appelle la lumière infrarouge. Les émissions de gaz à effet de serre des hommes, les CO2 et le méthane, empêchent cette lumière infrarouge de partir vers l'espace. Et du coup, la planète garde sa chaleur. Et cette chaleur, elle s'accumule dans l'océan, 93%, la grosse majorité de la chaleur s'accumule dans l'océan. Et une petite partie de cette chaleur vient faire fondre les glaciers et les calottes polaires. Et donc, c'est cette chaleur due au gaz à effet de serre qui fait dilater l'océan, fondre les calottes polaires et les glaciers de montagne et fait augmenter le niveau de la mer. Alors, si on regarde dans les 100 dernières années, comme je vous disais, on voit l'océan se réchauffer sur cette courbe. On voit sur ces courbes le Groenland perdre la fonte du Groenland qui ajoute de l'eau au niveau de la mer, la fonte de l'Antarctique qui ajoute de l'eau au niveau de la mer, et la fonte des glaciers de montagne qui ajoute de l'eau au niveau de la mer. Et là, vous avez le niveau de la mer qui est la somme de ces différentes courbes. Maintenant, si l'on regarde le futur, là, je vous montre les projections jusqu'en 2100, ici vous avez 2100, à partir de nos modèles de climat. L'homme a émis tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le système, la planète, va mettre très longtemps à absorber ces gaz à effet de serre. Tant que ces gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, ils vont empêcher la planète de réémettre de la chaleur vers l'espace et ils vont faire réchauffer la planète. L'océan va mettre environ plusieurs centaines d'années, 400, 500 ans, peut-être un peu plus encore, pour absorber tous les gaz à effet de serre qui ont été mis par l'homme. En plus, l'homme n'a pas arrêté d'émettre des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous émettons chaque année plus de gaz à effet de serre que l'année d'avant. Donc, tant qu'il y a ces gaz à effet de serre, le niveau de la mer va continuer à augmenter parce que l'océan va continuer à se réchauffer et les glaces vont continuer à fondre. Ce qu'on voit dans le futur, c'est que si on réduit fortement nos émissions de gaz à effet de serre, ce sont les courbes bleues ici, alors le niveau de la mer augmentera, mais de seulement 40 cm en 2100. En revanche, si on continue à émettre
les gaz à effet de serre comme on fait aujourd'hui et qu'on ne les réduit pas de manière drastique et importante, alors le niveau de la mer augmentera en 2100 de l'ordre de 1 mètre et peut-être même de plusieurs mètres, voire 3-4 mètres en 2200, 2300 et peut-être même encore plus en 2400. Donc, il est très important aujourd'hui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre si on veut diminuer cette hausse du niveau de la mer qui menace les côtes et les communautés et les écosystèmes côtiers. Voilà, je serais content d'entendre vos questions si vous avez des questions sur cette évolution du niveau de la mer. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation. Donc je rappelle à toutes les classes que vous pouvez poser des questions soit à l'écrit avec le petit onglet questions, soit à l'oral en levant la petite main. Donc tu peux garder ton diapo ouvert si, voilà, si tu veux nous montrer des diapos. Sinon tu peux le fermer, comme ça on te voit directement en grand, c'est comme tu préfères. D'accord, je reviendrai sur le diaporama si j'en ai besoin. Ok, donc on a une première question. J'allume le micro dans la classe de Cécile à Mocrane. Vas-y. Avez-vous trouvé des solutions pour freiner la montée des mers? Alors, comme je te disais, le niveau de la mer augmentera quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, ce qui est pas du tout le cas, le niveau de la mer augmentera quand même et on ne peut pas l'arrêter. Et le niveau de la mer va augmenter pendant des centaines d'années et encore même et restera élevé pendant des milliers d'années. Par contre, on peut le freiner si on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Comme je le montrais là, si on diminue fortement nos émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer augmentera beaucoup moins. Il augmentera, tu vois, 2 fois moins en 2100 si on diminue fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est très important de le freiner. Et vraiment, la première méthode, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre. Après, pour les côtes, la seule solution sera non pas d'arrêter la hausse du niveau de la mer, car le niveau de la mer va monter, mais ce sera plutôt de s'adapter et de devoir remonter les digues ou reculer les villes et les habitations pour ne pas subir la hausse du niveau de la mer. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Cyril Kalingué. Bonjour, c'est pour une question. Quel est le principal facteur pour la montée des eaux? Est-ce que c'est la température de l'eau ou c'est la fonte des glaciers? Bonjour Cyril. Jusqu'à maintenant, c'était la température de l'eau il y a encore 10 ans, c'était la température de l'eau. Depuis une dizaine d'années, on observe que la fonte des glaces, en particulier celle qui vient des calottes polaires, celle qui vient du Groenland et de l'Antarctique, est en train d'accélérer. Et comme le prévoyaient nos modèles de climat, aujourd'hui, c'est la perte de glace, c'est la fonte des glaces, des glaciers de montagne et des calottes polaires qui est le facteur dominant. Et ça, c'est très inquiétant parce que c'est cette partie-là qui menace le plus. On sait que dans le futur, il y a environ, en Antarctique, il y a environ 6 à 7 mètres de glace qui pourraient fondre dans le futur si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a environ l'équivalent qui pourrait fondre aussi au Groenland et qui pourrait avoir 14 mètres d'eau supplémentaire. C'est vraiment très menaçant. Et donc aujourd'hui, malheureusement, toutes nos projections se confirment. C'est bien les glaces qui commencent à accélérer. Et si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre, les glaces vont participer beaucoup, encore plus au niveau de la mer dans le futur et bien au-delà de la dilatation thermique. Merci beaucoup. Alors, dans la classe de Lénaïque Modé, il y a des élèves de 3e qui te demandent si tu penses que la baisse des émissions des gaz à effet de serre est possible à plus ou moins long terme et est-ce que tu y crois vraiment? Alors, il se trouve que la baisse des gaz à effet de serre est possible et c'est surtout à nous de le faire et c'est notre challenge. Aujourd'hui, on voit des gros progrès. Si vous avez regardé les derniers résultats du GIEC, l'Europe il y a 4 grosses régions dans le monde qui émettent des gaz à effet de serre. Il y a les États-Unis, l'Europe, l'Inde et l'Asie, essentiellement la Chine. Et parmi ces 4, l'Europe a réussi à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre comme il l'avait promis. C'est le seul des 4, c'est vrai, mais on a réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et on les diminue suffisamment pour suivre la courbe bleue que je t'ai montrée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos partenaires et nos collègues des États-Unis, de l'Inde et de la Chine ne sont pas encore sur la même courbe que nous,
mais ce sera nécessaire dans le futur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique. Il faut à la fois que les gouvernements le poussent, mais il faut que nous tous, chacun, on fasse aussi un effort. Les gouvernements ne suffiront pas et il faut chacun chez soi trouver des moyens de vivre en émettant moins de CO2. Et je crois qu'on pourra arriver à faire quelque chose pour rester en dessous de 2 degrés. C'est très important. Pour d'autres raisons, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Meryl David. Comment l'Europe a atteint ce niveau bleu? Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Comment l'Europe a atteint ce niveau Bleu. Bleu. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en Europe, historiquement, on est vite passé à des énergies comme l'énergie nucléaire, d'autres énergies qui n'émettent pas de CO2. Par ailleurs, il y a eu un gros effort en Europe. On a mis un prix sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez plus cher l'essence parce que l'essence émet du CO2. On paye plus cher tous les produits qui émettent du CO2. Les industries et les entreprises payent plus cher si elles émettent du CO2. Et ça, c'est unique. Aujourd'hui, on est la seule région du monde qui fait payer cher les techniques qui émettent du CO2. Et ça pousse les gens à s'orienter vers des techniques qui n'émettent pas de CO2. Ça pousse aussi les gens à être mécontents. Vous l'avez vu avec la manifestation des Gilets jaunes au début, vous l'avez vu avec la manifestation des bonnets rouges, mais c'est aussi des choses qui ont permis à l'Europe aujourd'hui d'avoir des émissions qui sont plus faibles. Alors après, ce n'est pas totalement la solution. Il y a aussi le fait que l'Europe aujourd'hui achète les choses qui émettent du CO2, elle les achète de plus en plus à la Chine et à l'Inde. Et donc, ça, ce n'est pas encore idéal. Il faut qu'on arrive à produire nous-mêmes, avec nos techniques qui sont sans CO2, tous les biens qu'on consomme. Ce serait beaucoup plus efficace. Mais déjà, c'est prometteur. Merci beaucoup. Dans la classe de Anne-Cécile Tastard, on te demande qu'est-ce qui est mis en place pour lutter et vivre avec la montée des eaux? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Alors d'abord, les choses qui sont mises en place dépendent un peu de ce que l'on veut protéger. Il est clair que quand le niveau de la mer va augmenter et on n'arrivera pas à faire reculer la mer. La mer est bien plus forte que nous. En revanche, dans certains endroits, là où les gens habitent, ou là où on a des biens qui valent beaucoup d'argent ou qui sont très, très importants pour nous, ou qui sont très sensibles, comme par exemple des centrales nucléaires, il faut les protéger. Et pour les protéger, on a des techniques qui consistent à mettre des digues qu'on élève de plus en plus haut. Ce sont des gros murs qui permettent d'empêcher la mer de venir inonder les villes ou ces infrastructures. Dans d'autres endroits, comme par exemple là où on a des champs, on considère que les champs ne sont pas assez importants pour faire des digues qui coûtent très cher, et donc on laisse la mer venir envahir les champs et on décide plutôt de reculer, ce qui marche assez bien. Et enfin, dans d'autres endroits, on laisse la nature elle-même s'adapter, en particulier dans les régions où il y a des dunes avec des plages sableuses. Le sable répond à la hausse du niveau de la mer, les dunes peuvent reculer et continuer à faire une digue naturelle qui protège les régions qui sont derrière. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Carole Trémel. C'est pour toi. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 14 ans. La glace va-t-elle continuer à fondre? Et est-ce que toute la glace du Groenland et de l'Antarctique peuvent fondre? Alors oui, la glace va continuer à fondre. Alors pour 2 raisons. La première, c'est parce que, comme je disais, les gaz à effet de serre vont continuer à faire leur effet pendant longtemps parce que il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'océan va mettre très longtemps à l'absorber. Deuxièmement, si demain on trouvait une technologie pour enlever les gaz à effet de serre de l'atmosphère, ce qui serait très très intéressant, mais aujourd'hui on ne sait pas faire, mais si jamais on arrivait à faire ça, la chaleur qui est rentrée dans le système, et en particulier dans les calottes polaires, dans le Groenland et l'Antarctique, il y a suffisamment de chaleur pour que les calottes polaires continuent à fondre pendant encore très longtemps. Donc oui, ces glaces vont continuer à fondre. Le Groenland pourrait fondre entièrement et donc apporterait 6 à 8 mètres de niveau de la mer en quelques siècles, en plusieurs siècles, si on ne réduisait pas nos émissions de gaz à effet de serre. En revanche, l'Antarctique, qui contient beaucoup plus de glace, l'Antarctique contient l'équivalent de 60 mètres d'eau. Mais l'Antarctique ne fondra pas probablement entièrement. L'Antarctique est beaucoup trop stable
Mais on pense qu'en Antarctique, il y a la péninsule, si tu vois un peu la forme de l'Antarctique, il y a une petite péninsule antarctique qui remonte juste au sud de l'Amérique du Sud. Et on pense que toute cette partie-là pourrait fondre. Et cette partie-là contient 6 à 7 mètres d'eau. Donc on pense que si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre, sur quelques siècles, on pourrait avoir des hauteurs qui pourraient atteindre sur le millier d'années jusqu'à 14 mètres d'eau. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Sandrine Berliou. Bonjour, c'est Guillaume Porret, j'ai 12 ans. Comment la mer absorbe-t-elle le gaz à effet de serre? Alors en fait, la mer, lorsqu'on augmente la concentration de CO2, donc le CO2 se retrouve dans l'atmosphère et naturellement le CO2 va se mettre en équilibre avec la quantité de CO2 qui est dissous dans l'océan. Lorsque tu mets une espèce chimique dans un mélange entre de l'eau et de l'air, cette espèce chimique, elle se mélange, elle se dissout à la fois dans l'eau et elle reste aussi concentrée dans l'air. Et donc elle va se dissoudre dans l'eau jusqu'à ce que la concentration soit là, à peu près comparable à celle qu'il y a dans l'air. Lorsqu'elle se dissout dans l'eau, elle réagit chimiquement avec les particules qui sont dans l'eau, qui sont des particules d'oxygène et de carbone, et elle fait ce qu'on appelle du carbonate. Et là, ce carbonate, il se précipite et il vient faire des particules qui coulent au fond de la mer. Et c'est comme ça que l'océan absorbe le CO2. Et en absorbant le CO2, il devient plus acide parce que lorsqu'il fait du carbonate, il rejette de l'acide. Et en même temps, il fait précipiter cette petite pierre, disons, comme un peu que ça ressemble un peu à des coquilles d'animaux au fond de l'océan. Et c'est là-dedans qu'il stocke le carbone, le CO2. Merci beaucoup. Alors, dans la classe de Marie Lombard, on te demande est-ce qu'il y a des pays ou des continents plus menacés que d'autres par la montée des eaux? Alors oui, il y a des pays plus menacés que d'autres. D'abord parce qu'il y a des régions où le niveau de la mer augmente plus vite que dans d'autres. Le niveau de la mer augmente plus vite, en particulier près de l'équateur. Alors parce que à l'équateur, l'océan se réchauffe plus vite et parce que, bon, on pourra revenir dessus, mais parce que comme on est loin des calottes polaires, il y a moins d'effet du champ de gravité. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais si tu es intéressé, on peut discuter de ce point-là. Ça, c'est la première chose. Alors, il augmente plus vite, un petit peu plus vite. Hein, il n'augmente pas beaucoup plus vite. Il augmente environ un tiers de fois plus vite. Après, il y a des régions qui sont surtout beaucoup plus vulnérables. Pourquoi on dit vulnérables? C'est parce qu'il y a des régions qui n'ont pas les moyens de construire des digues ou de construire des défenses pour empêcher le niveau de la mer d'augmenter, de venir attaquer la côte. Et ça, dans les régions qui sont plus pauvres, dans les régions d'Afrique, d'Inde ou d'Asie, il y a moins de ressources pour pouvoir construire ces digues et donc les villes et les communautés côtières sont plus exposées à la hausse du niveau de la mer. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Julien Boquet. Bonjour, je m'appelle Julie et je suis en 4e. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable de créer une machine qui aspirerait le gaz à effet de serre et de le renvoyer dans l'espace ou de le détruire? Alors, oui, il y a beaucoup de recherches là-dedans. Alors, est-ce qu'on est capable? Aujourd'hui, pas du tout. On est loin du compte. Il n'y a aucune technologie aujourd'hui qu'on a trouvée, mais par contre, il y a énormément d'efforts de recherche dans cette direction. Alors, non pas pour envoyer le gaz carbonique dans l'espace, parce que ça coûterait très cher et puis c'est compliqué, puis c'est des gros volumes. Probablement qu'on n'est pas trop capable de faire ça. Ce que les gens cherchent à faire, c'est à enfouir le gaz à effet de serre, les CO2 et le méthane, dans les puits, en particulier les puits où on a extrait le pétrole et le gaz. On espère qu'en le mettant là, il pourrait rester là pendant des milliers, des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Géraldine Midéa. Ok, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour, c'est Yasmine, je suis en 4e. Et ma question, c'était pourquoi, quand l'eau est chaude, le niveau de la mer augmente? Et si il augmente, est-ce qu'il augmente de beaucoup? Bonjour Yacine. Alors, quand l'eau est chaude, alors elle se dilate, elle prend plus d'espace. Alors ça, c'est vrai pour à peu près toutes les matières que tu connais sur la planète. Le fer, le bois, tout ce que tu vois autour de toi, en général, a ce comportement physique. Quand on le réchauffe, on dit qu'il se dilate, il occupe plus d'espace. C'est quelque chose que tu vois bien. Je ne sais pas si tu as déjà vu des thermomètres au mercure. C'est des thermomètres, tu sais, avec une petite ligne droite rouge.
Et en fait, dedans, il y a un mélange, il y a un liquide qu'on appelle le mercure. Et quand la température augmente, tu vois la ligne qui se lève. Et c'est simplement parce qu'il occupe plus de place. Et donc, comme il occupe plus de place et qu'il n'y a que vers le haut qu'il peut occuper de la place, ben, ça fait augmenter la ligne rouge du thermomètre à mercure. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive pour tous les types de matières que tu connais. Dans le cas de la mer, aujourd'hui, la hausse du niveau de la mer, donc tu vois, en gros, le niveau de la mer augmente à cause de la chaleur qui rentre et de la dilatation de 1,1 mm par an. C'est-à-dire 1,1 mm, tu vois, ça fait assez peu sur une année. Mais si on regarde sur des temps assez longs, si tu prends sur 100 ans, 1,1 mm par an va te faire plus d'une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Ludivine Dias. Ludivine, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ton micro est bien allumé? Ludivine, on ne t'entend pas pour l'instant. Alors, je te laisse quelques minutes pour régler ce petit souci. Si tu n'arrives pas à brancher ton micro, n'hésite pas à nous envoyer ta question par écrit. J'allume le micro dans la classe de Carole Trémel. Alors, est-ce que les humains sont les seuls à rejeter des gaz à effet de serre? Alors, il y a un certain nombre de gaz à effet de serre dans le climat, même sans humains. Les gaz à effet de serre ont un cycle, c'est-à-dire que il y a de nombreuses choses qui rejettent des gaz à effet de serre. Donc, il y a par exemple les volcans, l'activité volcanique. Il y a l'ensemble des animaux qui rejettent pas mal de gaz à effet de serre. Certaines plantes rejettent aussi du CO2. Ensuite, il y a aussi des gaz à effet de serre qui existent sous forme naturelle, comme le méthane, qui se trouve par exemple au fond de l'océan et qui, au cours du temps, peut dégazer et partir dans l'atmosphère. On en trouve aussi beaucoup dans les sols gelés à haute latitude, le sol gelé de Sibérie ou du nord du Canada, qui, quand ils font, l'activité microbienne, en consommant le bois pourri qui se retrouve dans ces sols gelés, vient émettre des gaz à effet de serre. Mais tout ça rentre dans un cycle naturel, parce que par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'endroits où ces gaz à effet de serre sont absorbés. Et c'est le cas des arbres et de l'ensemble de quasiment toutes les plantes, pas toutes, mais quasiment toutes, absorbent ces gaz à effet de serre, en particulier le CO2. Et avec ce CO2, elles en font les troncs, les tiges, les feuilles, et donc elles le consomment, ce gaz. Jusqu'en 1850, tout ça était à peu près en équilibre. Ce qui était émis par l'activité microbienne était après reconsommé par les plantes, en particulier parce que l'activité microbienne permet aux plantes de pousser. Et c'est depuis 1850 que l'homme, à lui tout seul, a émis à peu près le double de ce cycle. Et ce gaz à effet de serre-là, qui est émis, les plantes n'arrivent pas à l'absorber. Et donc, le surplus qu'on a par rapport au cycle de production et d'absorption des gaz à effet de serre, le surplus qu'on a aujourd'hui est dû, 95% est dû aux émissions des hommes. Et malheureusement, il ne peut pas être absorbé par les plantes avant des centaines ou des milliers d'années. Merci beaucoup. Alors, dans la classe de Sandry Berliou, on te demande, y aura-t-il des pays qui vont disparaître? Alors, il y aura des régions qui vont disparaître. Des régions comme par exemple les petites îles du Pacifique, comme des grands deltas, les deltas qui se trouvent au Bangladesh. Des parties de ce delta vont probablement disparaître, probablement autour du Nil aussi, le delta du Nil. Et certaines de ces régions, en effet, peuvent former un pays entier. Ça arrive dans les îles du Pacifique. Des fois, des pays sont juste répartis sur une vingtaine ou une cinquantaine d'îles. Et ces îles-là, qui sont à moins d'1 mètre du niveau de la mer, pourront être amenées à disparaître dans le futur. Des parties significatives du Bangladesh pourraient aussi disparaître. Ça va dépendre de la capacité de ces gens-là à s'adapter. Malheureusement, ce sont des régions qui sont souvent pauvres et qui n'ont probablement pas les moyens de s'adapter. Donc, des parties significatives pourraient disparaître, oui. Alors, dans la même lignée, dans la classe de Ludivine Dias, on te demande quelles sont les régions qui risquent d'être inondées en France à cause de la montée des eaux? Alors, en France, on a la chance d'être sur un socle rocheux qui est quand même assez élevé par rapport au niveau de la mer.
Et les régions qui sont vraiment basses, qui d'ici 2100 pourraient être inondées, sont les régions qui sont au niveau des marais qui sont connectés à la mer. Donc on en compte deux importants. Il y en a une qui est la région du marais Poitevin, et donc c'est sur les Charentes. Et puis la connexion à la mer, là, toute la côte qui est connectée au marais Poitevin, donc c'est au-dessus de La Rochelle et qui rentre dans les terres jusqu'au niveau du marais Poitevin. Et puis on compte aussi la Camargue, et puis la région qui est autour de la Camargue, c'est vers Montpellier, à côté de Montpellier. Ensuite, toutes les villes qui se trouvent vraiment au bord de la mer, comme La Rochelle, Le Havre, Brest, toutes ces villes-là, même si elles ne seront pas submergées en permanence par la hausse du niveau de la mer, elles seront quand même exposées lors des tempêtes, des événements extrêmes. Le niveau auquel elles vont être exposées, le niveau d'eau, sera plus élevé à cause de la hausse du niveau de la mer. Et du coup, au cours des tempêtes, elles subiront des inondations plus importantes, mais elles ne seront pas submergées en permanence. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Claire Velay. Bonjour Keïna, je suis en 4e. Ah, Allô, on écoute ta question? allô? Vous m'entendez? On Oui, t'entend très oui. très bien. Bonjour, je m'appelle Keïna, je suis en 4e F. Est-ce que si le niveau de la mer continue de monter, cela peut entraîner la mort des hommes parce qu'il n'y a plus de terre à long terme? Excuse-moi, la mort des hommes? Bah, oui, voilà, la mort des hommes parce que l'eau, tellement elle monte, bah, ça englobe toutes les terres. D'accord. Non, 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 rassure-toi. Comme je disais tout à l'heure, le maximum qu'on attend de hausse du niveau de la mer, c'est 14 mètres. Donc 14 mètres, c'est énorme, hein, ça couvre de grandes régions, mais toutes les régions qui sont au-dessus de 14 mètres du niveau de la mer ne seront pas inondées. Et en France, il y a beaucoup de régions qui sont au-dessus de 14 mètres. Et dans le monde, d'une manière générale, beaucoup de régions sont au-dessus de 14 mètres. Par exemple, tu en connais beaucoup, hein, la région parisienne doit être, peut-être que 14 mètres, c'est un peu la limite, mais la région, tout ce qui est autour des montagnes, tout ce qui est le Massif central, tout ça, c'est largement au-dessus de 14 mètres. Donc non, non, les hommes ne disparaîtront pas. Mais 14 mètres, c'est quand même catastrophique. Même si l'homme ne disparaîtra pas, il y aura sur les côtes beaucoup de gens exposés à la hausse du niveau de la mer. Et c'est quand même particulièrement embêtant pour tous ces gens-là. Et ça fait une grosse partie de la population quand même, hein. Aujourd'hui, on compte quasiment 700 millions de personnes qui sont environ à 10 mètres du niveau de la mer sur la planète. 700 millions, ça te donne une idée, c'est à peu près un dixième des gens. Merci beaucoup. Dans la classe de Marie Lombard, on te demande, sait-on comment la biodiversité va évoluer face à la montée des eaux? Alors, la montée des eaux a assez peu d'impact sur la biodiversité. On s'attend à ce qu'elle permette plus de développement de certaines espèces côtières parce qu'elle pourrait, l'eau en gagnant sur les terres, pourrait augmenter les apports sédimentaires, c'est-à-dire les apports de sable, d'alluvions, de boue, qui contiennent des aliments pour les petits animaux qui vivent au bord de la mer. Et donc, ça pourrait permettre d'augmenter un petit peu la chaîne alimentaire sur la côte, mais ça reste très marginal, très faible. On pense que ça aura très peu d'impact sur les espèces. Ce qui va avoir beaucoup d'impact sur les espèces marines, c'est le réchauffement de l'océan et l'acidification dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième effet qui aura beaucoup d'impact, c'est qu'en se réchauffant, l'océan empêche la pénétration de l'oxygène sur les couches profondes. Et il y a beaucoup de poissons qui ont besoin de cet oxygène pour vivre. Et donc, les poissons de profondeur, il y aura des changements assez importants sur les populations de poissons de profondeur. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Cyril Kalingué. Ah bon? Bon, bonjour, du coup, moi je suis Paolo, je suis en 3e et ma question c'est si la montée des eaux continue comme ça, dans combien d'années environ la Terre sera une planète avec seulement de l'eau à sa surface? Bonjour Paolo. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, si on continue comme ça, on s'attend au maximum à une augmentation du niveau de la mer d'ici quelques siècles, à peu près 1000 ans, de 14 mètres, 14-15 mètres. On ne pense pas
qu'il restera de la glace en Antarctique, hein, il restera une 50aine de mètres de glace en Antarctique. C'est-à-dire que la glace, il y aura suffisamment de glace en Antarctique pour faire augmenter le niveau de la mer de 50 mètres en plus, mais on pense que cette glace-là ne va pas fondre et ne sera pas déstabilisée. Donc 14 mètres, ça ne permet pas de recouvrir l'ensemble du globe, loin de là. Hein. 14 mètres, on peut recouvrir une bonne part des côtes, mais on ne couvre pas, comme je disais tout à l'heure, on ne recouvre pas les zones, en particulier toutes les zones qui ont des collines ou des montagnes qui sont plus hautes que 14 mètres. Donc ça n'arrivera a priori pas. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Julien Boquet. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en 4e B et ma question c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les déchets plastiques qu'il y a dans la mer et la montée des eaux? Bonjour Marie. Non, il n'y a pas de rapport entre les déchets plastiques et la montée des eaux, si ce n'est que on utilise beaucoup de plastique parce que c'est pratique et que c'est fait aussi de matière d'énergie fossile. Mais enfin, disons, c'est la même origine. La pollution qui émet des plastiques est souvent la même pollution qui émet des gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas de rapport, les plastiques n'ont aucun rapport avec la hausse du niveau de la mer. Ce ne sont pas les plastiques qui font monter le niveau de la mer, ni qui le font descendre. Merci beaucoup. Dans la classe de Ludivine Dias, on te demande est-ce que si rien n'est fait, la fréquence des tempêtes pourrait augmenter? Alors, si rien n'est fait, comme je te disais tout à l'heure, le niveau de la mer augmente. Il se trouve que les tempêtes qu'on a à la côte, plus les tempêtes sont élevées, plus elles sont fréquentes. C'est-à-dire que, moins les tempêtes font des niveaux de la mer élevés, plus elles sont fréquentes. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, la dernière grosse tempête qu'il y a eu en France, c'était la tempête de Xynthia. Et cette tempête a fait une hausse du niveau de la mer de 1,50 m à La Rochelle. Et on pense que cette tempête-là, c'est une tempête qui arrive environ tous les 200 ans. Par contre, une tempête qui arrive tous les ans fait augmenter le niveau de la mer beaucoup moins que Xynthia. Fait augmenter le niveau de la mer en général d'une 50aine de centimètres, 60 cm. Dans le futur, si le niveau de la mer augmente de 1 mètre, pour une tempête normale, une tempête qui arrive tous les ans, qu'il faut augmenter le niveau de la mer de 50 cm normalement. Si le niveau de la mer a augmenté d'1 mètre à cause du changement climatique, eh bien cette tempête de chaque année va faire augmenter le niveau de la mer non plus de 50 cm, mais d'1 mètre 50. Et donc on sera exposé à des niveaux de la mer beaucoup plus extrêmes, et donc des inondations beaucoup plus extrêmes. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de tempêtes. Ça veut dire que pour des tempêtes plus faibles, avec des vents plus faibles, des vagues plus petites, on aura des niveaux de la mer extrêmes plus souvent. J'espère que je suis clair. Sinon, n'hésite pas à me demander plus de détails. Ça me paraît très très clair, merci beaucoup. Alors, j'allume le micro dans la classe de Cécile à Mocrane. Quels sont les points principaux sur lesquels se concentre la recherche aujourd'hui en ce qui concerne la montée des mers? Alors, en ce qui concerne la montée des mers, aujourd'hui, il y a deux types de recherche. Il y a un type de recherche sur de combien va exactement augmenter le niveau des mers. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien. Donc, tout ce que je vous ai dit, on est à peu près d'accord parmi les scientifiques pour dire que c'est en gros ce qui va arriver. Il y a toute une partie qui est possible et sur lesquelles, entre scientifiques, on n'est pas d'accord, où le niveau de la mer pourrait augmenter encore plus que ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas très bien comment l'Antarctique réagit au réchauffement climatique. Et dans l'Antarctique, on pense que des parties importantes de l'Antarctique pourraient amener encore plus de niveau de la mer que ce que je vous ai dit. On parle de plusieurs mètres supplémentaires. Et d'ici 2100, on pense que le niveau de la mer pourrait être plus élevé peut-être si certains processus physiques qu'on ne comprend pas très bien, certains phénomènes qu'on ne comprend pas bien en Antarctique, s'ils se déclenchent, le niveau de la mer pourrait être en 2100, non pas de 1 mètre dans le pire des cas, mais plutôt de 1,50 m, peut-être 2 mètres. Mais comme on n'est pas sûr entre nous et qu'on n'est pas d'accord, c'est encore aujourd'hui un sujet de beaucoup de recherche, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord et qu'on puisse donner un chiffre précis. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a les ingénieurs en particulier travaillent beaucoup sur essayer de trouver des technologies qui pourraient capturer le gaz carbonique de l'atmosphère et le stocker pour empêcher des hausses du niveau de la mer plus importantes dans le futur. Et ça, aujourd'hui, c'est pas mûr du tout. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus.
C'est un gros effort de recherche de nos sociétés. Merci beaucoup. Dans la classe de Anne-Cécile Tastard, on te demande quels sont les problèmes causés par la montée des eaux pour les populations du littoral. Alors, on compte plusieurs problèmes, hein. On compte des problèmes que tu connais sans doute. Bon, d'abord, des inondations, une érosion. L'érosion, c'est-à-dire le trait de côte recule. La côte recule parce que le sable et les roches sont emmenés, donc les falaises sont mangées, les roches sont emmenées. On a aussi des écosystèmes côtiers qui disparaissent, les mangroves dans les tropiques, qui sont des plantes qui vivent les pieds dans l'eau de mer, ou les marais salants, par exemple, qui pourraient disparaître. Et puis, on a aussi de la salinisation. Comme l'eau de la mer vient sur les terres, elle vient saliniser, elle envoie du sel sur les terres qui sont proches de la mer et empêche les cultures et empêche la consommation de l'eau douce parce qu'elle rend l'eau salée. Et après, la principale, donc ça, ce sont les conséquences à moyen et long terme. La principale conséquence à court terme, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les tempêtes annuelles, celles qu'on connaît tous les ans, qui se répètent plusieurs fois par an sur l'Atlantique et qui font augmenter un petit peu le niveau de la mer jusqu'à maintenant, eh bien, à cause de la hausse du niveau de la mer, demain, elles vont faire augmenter le niveau de la mer beaucoup plus. Pour des vents assez modestes et pour des vagues assez modestes, on aura des niveaux de la mer bien plus élevés. Et ça, les communautés côtières, du coup, risquent d'être inondées plusieurs fois par an à cause de cette hausse du niveau de la mer. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Géraldine Midéa. Bonjour, je m'appelle Aïdine Tuana. Est-ce que le gaz à effet de serre est la seule chose qui fait augmenter les niveaux de la mer? Alors, non. Il y a aussi des phénomènes naturels qui peuvent faire varier le niveau de la mer. Donc, d'abord, il y a des phénomènes naturels qui ont l'effet inverse des gaz à effet de serre, comme par exemple les éruptions volcaniques. Une éruption volcanique envoie dans l'air de la poussière et cette poussière, elle permet d'empêcher le soleil de trop réchauffer la Terre et ça fait diminuer la chaleur qui rentre sur la Terre et donc ça fait diminuer le niveau de la mer. On trouve aussi donc toutes ces émissions de poussière. On trouve aussi, par exemple, lorsque le soleil est moins fort, depuis une dizaine d'années, depuis quasiment 12 ans maintenant, le soleil est de moins en moins fort. Bon, il va redevenir plus fort dans les 12 ans qui viennent, mais là, depuis 12 ans, parce que le soleil était un peu moins fort, le niveau de la mer augmentait un peu moins vite. Donc, il y a des phénomènes. Dans les 10 prochaines années, le soleil va devenir plus fort et donc lui aussi va participer un petit peu à la hausse du niveau de la mer un peu plus rapide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la hausse du niveau de la mer qu'on observe, c'est à peu près 95%, excuse-moi, 95% sont liés aux émissions de gaz à effet de serre des hommes. Et les 5 autres pourcents qu'on observe, c'est le soleil qui est en train de se réchauffer un petit peu. Merci beaucoup. Dans la classe de Claire Velay, on te demande est-ce que la montée des eaux peut toucher les lacs comme le lac Léman? Alors, oui, très légèrement. C'est-à-dire que le lac Léman se réchauffe un peu. Alors, très légèrement, c'est un petit peu exagéré ce que je dis. Le lac Léman a les mêmes processus et les mêmes phénomènes physiques que la mer. Il se réchauffe, donc il se dilate. Et puis, la fonte des glaciers, en particulier des glaciers des Alpes et des bassins versants qui s'écoulent vers le lac Léman, rajoute de l'eau au lac Léman. Et donc, il faut augmenter le niveau du lac Léman. Après, de nombreux lacs, en particulier en Occident, mais maintenant tout autour de la planète, de nombreux lacs ont des barrages. Et donc, ils sont contrôlés, leur niveau est contrôlé par les barrages. Je ne sais pas si le lac Léman a un barrage. C'est une bonne question. Si le lac Léman a un barrage, son niveau est tout simplement contrôlé par les entreprises d'hydroélectricité qui contrôlent le barrage. Donc, ça peut être géré par des ingénieurs. Merci. Alors, dans la classe de Lénaïque Maudet, on te demande est-ce que la fonte des glaces n'entraîne-t-elle pas une libération supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère? Alors, ça, c'est vrai pour le permafrost, ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, il existe donc la fonte des glaces elle-même, la fonte des glaces qu'on trouve dans les glaciers de montagne et dans les calottes polaires au Groenland et en Antarctique, n'entraîne pas d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires parce que il n'y a pas de source de gaz à effet de serre en dessous. En revanche, il existe des sols qui sont gelés, qui se trouvent à haute latitude et qui se trouvent dans le nord du Canada, dans le nord de la Russie, en Sibérie, qui se trouvent aussi en Norvège, en Finlande. Et ces sols-là qui sont gelés, lorsqu'ils dégèlent, ils sont remplis en général de bois mort ou de faune, de flore qui est morte depuis longtemps.
Et ces plantes mortes n'ont jamais été consommées par l'activité des microbes. Et lorsque le sol dégèle, les microbes peuvent entrer en activité, se mettent à consommer ce bois mort et ces plantes mortes et émettent beaucoup de CO2. Et ça, c'est un très gros danger. On sait que dans ces sols du nord de l'Europe et de la Russie et du Canada, il y a suffisamment de matière morte et de microbes pour émettre 2 fois plus que ce que les hommes ont émis jusqu'à maintenant. Et il est très important aujourd'hui de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour empêcher que ces sols gelés du nord de l'Europe, de la Russie et du Canada dégèlent. Si ces sols dégèlent, ils vont faire encore plus de gaz à effet de serre que ce que nous-mêmes on a mis. Et du coup, tout va s'accélérer. Et aujourd'hui, dans les projections que je vous ai données, il n'y a pas de prise en compte de dégel de ces sols de haute latitude. Et c'est très important de rester sous les 2 degrés comme la COP21 le propose pour empêcher ce dégel. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Sandrine Berliot. Bonjour, je m'appelle Arda, je suis en 5e 1. J'ai une question à vous poser. Comment peut-on convaincre les autres pays d'arrêter? Alors, c'est quelque chose de compliqué. D'abord parce qu'on n'a pas tous la même culpabilité. On n'a pas tous émis la même quantité de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il faut bien voir que depuis l'ère industrielle qui a commencé dans les pays occidentaux, dans les pays d'Europe et dans les pays du nord de l'Amérique, c'est là que l'on a émis la grosse part des gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, l'Europe en particulier diminue beaucoup ses émissions, mais la révolution industrielle s'est enclenchée en Inde et en Chine, et aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont des très gros émetteurs. Mais naturellement, les Indiens et les Chinois nous disent à nous-mêmes, vous êtes plus responsables que nous, vous avez émis plus de gaz à effet de serre. Donc, elles nous demandent, quand nous on leur dit il faut arrêter les émissions, elles nous disent d'accord, mais il faut nous aider. Donc, la meilleure manière aujourd'hui de convaincre, et la manière dont on fait dans les instances internationales pour convaincre les Indiens et les Chinois, et les Américains aussi, mais surtout les Indiens et les Chinois, c'est de leur proposer des technologies que nous, on commence à développer, en particulier en Europe, mais aussi, ça se fait aussi au Canada et aux États-Unis, des technologies qui sont propres, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Et donc, pour les aider, on leur propose souvent ces technologies ou on leur propose des financements pour développer des technologies propres. Mais nous-mêmes, parmi nous, dans les pays occidentaux, beaucoup de gens ne sont pas volontaires pour faire ça. Ils ne veulent pas donner leur technologie parce que ce sont des sources de revenus. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut faire des efforts et on n'est pas toujours prêt à les faire. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Carole Tremel. Bonjour, je m'appelle Émile et j'ai 14 ans. J'ai une petite question. Pour être climatologue, vous avez fait quelles études et qu'avez-vous étudié la première année dans ce métier? Alors, pour être climatologue, j'ai fait des études de physique et un peu de mathématiques, même beaucoup de mathématiques pour dire la vérité, ça va souvent ensemble. Et du coup, je suis devenu un climatologue physicien. Mais dans le climat, il y a beaucoup d'autres choses que la physique. Il y a de la biologie, il y a de la chimie, donc beaucoup de physique, bien sûr, des mathématiques, et il y a de plus en plus des sciences sociales. Parce que les gens s'intéressent non pas seulement à comment le climat fonctionne, mais ils s'intéressent aussi à quels vont être les impacts sur les gens du climat. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire. Donc aujourd'hui, pour devenir climatologue, tu as beaucoup de possibilités. Tu peux faire de la physique, de la chimie, de la biologie, et tu auras des métiers un peu comme le mien, qui sont, on appelle des climatologues en sciences dures. Et puis après, tu peux aussi travailler les sciences humaines, en particulier tout ce qui est économie, tout ce qui est l'anthropologie, pour essayer de comprendre comment les hommes peuvent s'adapter au changement climatique et peuvent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce sont plutôt des matières qui sont quand même des matières plus littéraires, comme par exemple les sciences sociales. Merci beaucoup. Alors, dans la classe de Ludivine Diaz, tu as une question. Pourquoi est-ce que le soleil est parfois plus fort ou parfois plus faible? Donc, j'imagine pourquoi est-ce qu'il y a des variations de température du soleil? Alors, c'est lié à la dynamique interne du soleil. Le soleil, donc, c'est une grosse boule de matière incandescente qui rentre en fusion nucléaire du fait de la force de gravité très forte dans le soleil.
Et cette fusion nucléaire crée une circulation dans le Soleil. Donc le Soleil, c'est un gros fluide. Il faut plutôt le voir comme un océan de lave que comme quelque chose de dur. Et cet océan de lave, il a une circulation avec des courants qui se créent. Et lorsque les courants apportent de la chaleur en surface, le Soleil est plus chaud pour nous et il émet plus de lumière et plus de chaleur. Et lorsque ces courants, au contraire, ramènent la chaleur au centre du Soleil, alors la surface du Soleil est plus froide et donc le Soleil envoie moins de chaleur et moins d'énergie vers la Terre. Et ces cycles-là, on observe qu'il y a un cycle d'environ 11 ans. Tous les 11 ans, le Soleil devient un peu plus chaud et 11 ans plus tard, il devient un peu plus froid. Et après, on sait qu'à terme, dans des millions et milliards d'années, plutôt dans 5 milliards d'années, le Soleil aura brûlé toute son énergie, toute sa matière nucléaire et du coup commencera à refroidir rapidement. Merci beaucoup. J'allume le micro dans la classe de Meryl David. Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis en 4e et je voudrais vous demander quels sont les phénomènes que les scientifiques ne comprennent pas en Antarctique. Alors l'Antarctique est quelque chose de très compliqué. Comme tu sais peut-être, les calottes polaires, donc c'est assez spécial une calotte polaire. Donc la neige qui s'est accumulée en Antarctique s'est accumulée parce que les nuages ont fait neiger sur l'Antarctique. Cette neige, lorsqu'elle s'accumule, elle fait une grosse couche de glace. Au fur et à mesure que la neige s'accumule, avec le poids, la neige se compactifie, elle devient dure et elle fait de la glace. Et cette glace, même si elle te semble solide, en fait, il s'agit d'un fluide qui s'écoule très, très, très lentement et qui vient s'écouler vers les bords de la calotte. Et en s'écoulant, cette glace vient faire des grandes langues de glace qui s'écoulent sur la surface de l'océan. Et ces langues de glace cassent et viennent faire ce qu'on appelle les icebergs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que ces langues de glace s'écoulent de plus en plus vite. Et donc, la glace de l'Antarctique s'écoule de plus en plus vite vers l'océan. Et on comprend mal pourquoi cette glace s'écoule de plus en plus vite. On sait que c'est lié au fait que l'océan vient grignoter les langues de glace. Et en grignotant ces langues de glace, il empêche les langues de glace qui sont sur l'océan de retenir l'Antarctique. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi il le retient mal, cet Antarctique. Et on ne comprend pas très bien les processus, les phénomènes physiques qui viennent casser ces langues de glace. On voit que ces langues de glace se cassent de plus en plus haut sur la calotte. Et en se cassant de plus en plus haut, l'écoulement de la calotte se fait de plus en plus vite. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ces langues de glace se cassent de plus en plus haut. Et même si elles se cassent de plus en plus haut, on ne comprend pas pourquoi l'Antarctique s'écoule si vite. On comprend qu'il devrait s'écouler un peu plus vite, mais pas si vite. Et aujourd'hui, nos modèles n'arrivent pas à expliquer nos observations. On observe par satellite ce phénomène, et les modèles que l'on fait, c'est-à-dire lorsqu'on met ça sur un ordinateur, on fait des théories que après on met sur des ordinateurs pour tester nos théories, voir si on a bien compris, et elles n'expliquent pas les observations. Et il faut comprendre. C'est l'enjeu. Venez faire scientifique et venez nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Alors pour la dernière question, je vais allumer le micro dans la classe de Géraldine Midea. Alors bonjour, je m'appelle Arthur. J'ai une question. Est-ce que les hommes sont capables de vivre sur l'eau? Alors oui, historiquement, il y a même des communautés qui vivent sur des villages flottants. Aujourd'hui, donc ça c'est historiquement, il y a des communautés, même des tribus ancestrales. On sait que depuis longtemps, des gens, des villages se sont développés sur l'eau. C'est vrai sur les lacs, c'est vrai sur les mers. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus observé. Il y a de plus en plus de stratégies où des gens voudraient développer peut-être des villages flottants au bord de la mer. Bon, c'est quand même assez difficile, surtout que ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le temps, nos sociétés se sont de plus en plus sédentarisées avec des structures de plus en plus dures, comme des murs en pierre, et on a besoin de structures pour nos entreprises qui sont assez solides et assez lourdes. Donc, c'est plus compliqué aujourd'hui, probablement, de vivre sur l'eau que ne le vivaient les sociétés plus anciennes, les sociétés tribales ou des sociétés de chasseurs-cueilleurs plus anciennes. Mais c'est regarder, c'est observer. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à ça. Fondation Tara Océan, explorer et partager.